La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui est en quelque sorte un prolongement de l'épisode solo que vous avez peut-être écouté la semaine passée, puis qui abordait ce thème du retour vers le réel face à la révolution numérique qu'on vit, qui me questionne, puis je sais qui questionne beaucoup d'entre vous. Et je suis ravie cette fois de vous retrouver sur ce grand thème avec une invitée avec qui on va explorer justement une autre perspective du numérique en lien avec le bien-être physique et mental. On va parler de ce qu'est le numérique, de comment on peut prendre soin de soi face à cette révolution qui nous dépasse et dont on ne saisit pas nécessairement tous les enjeux encore aujourd'hui. Comment on peut rester connecté quand tout nous incite à une forme de déconnexion de la réalité? Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit sur la place du repos, du ralentir dans nos sociétés d'aujourd'hui? Puis pour moi, vous le savez, ce rapport au numérique est très personnel puisque professionnel, puisque j'ai revu mon rapport moi-même et ça suppose, je pense, de trouver un équilibre entre justement la technologie puis notre propre humanité, donc que le rythme numérique ne vienne pas brimer notre élan de vie, nos battements de cœur. Et donc j'ai avec moi aujourd'hui Laurie Michel, qui est la fondatrice de Vivala Offline. Laurie incarne par son histoire, sa mission d'entreprise, qui, je le sais, est aussi une mission de vie, l'essence même de cette exploration, apportant son expertise justement aux individus et aux entreprises, euh, au travers la manière dont le virtuel et le numérique influent sur notre bien-être physique et mental. Donc, Laurie, tu guides les individus et les entreprises à naviguer dans ce monde numérique et à tendre vers une relation plus saine avec la technologie. Et donc, tu encourages des pratiques qui nourrissent plutôt qui épuisent. Donc, c'est de la sensibilisation, des outils concrets, mais l'idée, c'est que tu œuvres au quotidien pour transformer ce rapport au numérique. Alors, bienvenue, Laurie. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Et ma première question, tu le sais que je pose à tout le monde, c'est justement au-delà de la présentation que je viens de faire de toi, de te présenter, toi l'humaine que tu es, dans tes valeurs, dans ce qui t'anime, dans ton histoire, peut-être dans ton enfance si tu en as envie, et de nous transporter dans l'histoire que tu as vécue, qui est très personnelle, mais qui, je pense, est précieuse à écouter. Alors, bienvenue, et je te laisse y aller. Merci beaucoup Sophia déjà pour cette belle introduction. Puis je suis très, très contente d'être avec toi aujourd'hui pour, parler en effet d'un sujet qui, moi m'anime beaucoup par rapport à, comme tu le disais, à mon entreprise qui est devenue comme une mission de vie, vraiment ma mission de cœur, mais aussi par rapport à l'enjeu en fait qui est devenu sociétal aujourd'hui par rapport à la place de la technologie dans nos vies. Hem, je vais essayer de faire ça chronologiquement parce que sinon je vais peut-être me perdre dans des petites anecdotes ci et là. Donc, je me dis que ça va être plus, facile peut-être, de parler un petit peu de moi, donc Laurie l'humaine. Comme on peut l'entendre, j'ai un petit accent qui, vient, du sud-ouest de la France, donc j'ai grandi à côté de Toulouse. Je suis née à Montréal
Et ça, c'est quelque chose qui surprend un petit peu toujours parce que c'est ça, j'ai vraiment grandi en France. Mes parents sont venus vivre au Québec pendant plusieurs années. Donc j'ai toujours grandi en fait avec des parents qui avaient une grande ouverture d'esprit, je pense, puis aussi on va dire, une philosophie de vie où il faut toujours regarder ailleurs, toujours chercher des solutions. Donc j'ai grandi un petit peu comme ça. J'ai fait des études dans tout ce qui était économie et sciences politiques. Mhm. Puis moi, je suis une passionnée de chevaux depuis que j'ai 5 ans. Puis c'est la passion des chevaux qui m'a vraiment à un moment, on va dire, tirée, on va dire, plus vers elle. Donc à 15 ans, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France en concours d'équitation. Mes parents m'ont soutenue vraiment beaucoup là-dedans. Et j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune, en fait, dès 19 ans, je me suis retrouvée à diriger un centre équestre, donc avec de l'élevage de chevaux, puis tout, on va dire, l'aspect à la fois humain, donc la gestion des clients, la gestion aussi des relations sociales et la gestion aussi de tout ce qu'on ne peut pas contrôler des fois avec eh bien, le rapport avec l'animal. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, puis j'ai décidé de garder cette passion, ce sport en fait, comme passion et non pas comme, métier. Donc ensuite je me suis formée dans tout ce qui était normes, donc aucun rapport avec les chevaux. Tout à fait. Donc tout ce qui était vraiment amélioration continue, ça se connectait quand même à l'aspect sport de haut niveau, dans le sens où quand on est athlète de haut niveau, on est toujours dans, oui, il y a l'aspect performance, mais il y a aussi l'aspect se dépasser soi-même, sortir de sa zone de confort. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans tout ce qui est processus d'amélioration, que ce soit dans une organisation ou aussi dans une équipe. Donc j'ai été responsable qualité pendant 6 ans dans une des firmes en fait les plus réputées en France pour tout ce qui est marque NF, tout ce qui est logiciel. Nous, c'était vraiment on va dire la spécialisation qu'il y avait dans cette entreprise. J'ai mené un beau projet de modernisation pour tout ce qui était process de certification à l'intérieur de l'organisation. Puis là, je me suis retrouvée un petit peu à un moment comme, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant que je suis un petit peu allée au bout de ce projet-là. Puis toute mon enfance, toutes les réflexions avec mes parents sur le fait qu'ils avaient toujours adoré le Québec, qu'ils avaient vraiment vécu quelque chose de particulier là-bas et le côté, sorte de ta zone de confort m'ont invitée, en fait, à prendre mes bagages, mon chat et à m'envoler pour Montréal. Donc c'était en 2014, fin 2014 et là, je me suis redirigée vers, une de mes passions, ce qui était les communications. J'ai toujours adoré tout ce qui était littérature, écriture, et donc j'ai commencé à travailler dans le domaine du marketing numérique. Donc tout ce qui était gestion des réseaux sociaux, stratégie, pour, vraiment augmenter la visibilité d'une marque, notamment en ligne et bien que j'adorais, cet univers-là, ce monde-là, au bout de quelques mois, j'ai commencé à avoir des problèmes d'addiction à mon téléphone. Mmh. Donc c'était vraiment, quelque chose qui est arrivé un petit peu sans prévenir, en fait, parce que c'était emmêlé à la fois dans ma façon d'utiliser la technologie personnellement et c'était aussi, eh bien, un besoin de mon travail. Un besoin de mon travail par rapport à, mes responsabilités, professionnelles, mais aussi par rapport à la culture, on va dire, de travail, qui pousse aujourd'hui à une accessibilité, on va dire, assez intense parce qu'on a des outils numériques qui nous permettent d'être disponibles constamment. Donc, on veut l'utiliser, on veut montrer, eh bien, qu'on est engagé, qu'on est vraiment attaché à l'entreprise et en fait, on va dire cet, engagement-là, cet amour-là pour mon travail, à un moment, eh bien, ça a été, problématique, en fait, parce que je suis passée très proche de faire un épuisement. Mmh. Je passais comme 7 heures par jour sur mon téléphone, en plus de mes 8 heures à travailler, sur un ordinateur. J'étais constamment disponible le soir, les week-ends, il y avait plus du tout de limite et à un moment, en fait, mes parents sont venus me visiter. Et quand ma mère est arrivée à l'aéroport, la première chose qu'elle m'a dit, c'est pas, «Je suis contente de te voir», c'est: «Oh mon Dieu, est-ce que tu as vu ta tête?» Et là, je Mmh. me suis dit: «OK, il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe», puis je le sentais, mais je voulais pas trop me l'avouer parce que je me disais: «Mais tout le monde roule comme ça, donc pourquoi moi j'y arrive pas, en fait?» Mmh.
Et mes parents m'ont un petit peu sauvée en fait de cet, épisode d'épuisement. Je suis passée très, très proche d'un épuisement et eh bien, quand on se retrouve, face à ce mur-là, on se questionne beaucoup sur la raison pour laquelle on est arrivé là. Puis après, avoir fait beaucoup on va dire de temps de réflexion autour de la façon dont je plaçais le travail dans ma vie, les gestes que j'avais au quotidien, l'équilibre Mmh. avec ma vie, personnelle, mais aussi, les activités que je faisais de moins en moins ou alors j'étais présent-absent, c'est-à-dire que j'étais là, mais j'étais pas vraiment là parce que j'étais constamment sur mon téléphone. Ont vraiment mis, en fait, la lumière sur, ma gestion personnelle de la technologie et aussi la place de la technologie dans nos vies parce que j'invite tout le monde à observer, autour d'eux, que ce soit au supermarché, dans la rue, même parfois en voiture, on est vraiment constamment sur les écrans et c'est vrai que quand on prend ce pas de recul-là, puis qu'on voit à quoi ressemble notre monde aujourd'hui, ça a été, un petit peu perturbant pour moi parce que j'avais ce type de geste-là, mais c'est vrai que quand on voit les répercussions que ça peut avoir sur nous, puis aussi dans nos relations sociales, là, ça a vraiment été on va dire, mon déclic pour me dire: «Faut qu'on fasse quelque chose». La Mmh. technologie n'est pas censée nous enfermer dans une bulle, virtuelle. Normalement, elle est censée élever la société, elle est censée améliorer notre mode de vie, améliorer nos communications. Puis, à ce moment-là de ma vie, elle était dangereuse pour ma santé. Donc c'est vraiment, on va dire, le point de départ de mon entreprise. Parce que quand j'ai commencé à voir ça, moi j'ai démissionné de mon travail parce que, c'était la seule solution en fait que je voyais à ce moment-là, bien que je l'adorais. Je ne me voyais pas poursuivre parce qu'en fait j'avais tellement habitué aussi les autres à un certain rythme, à une certaine façon de me rejoindre que c'était, vraiment problématique pour moi. Donc ça m'a permis aussi de faire le point un petit peu sur où je voulais aller. Puis Vivala en fait a été, créé quelques mois plus tard avec donc cette mission de vraiment sensibiliser à l'hyperconnectivité, mais aussi amener des outils concrets pour aider les gens à faire un travail et mettre en place de saines habitudes autour de cette technologie qui est fantastique, hein. Je le dis souvent d'ailleurs, l'idée n'est pas du tout de la diaboliser, mais c'est juste de réapprendre en fait à l'utiliser parce qu'elle n'a pas forcément été conçue pour nous aider à avoir une, une maîtrise, un contrôle. Mmh. Elle a été à la base quand même mise dans nos mains avec des concepts, des stratagèmes qui font que ça nous aspire, qui font qu'on veut consommer plus, on veut être constamment joignable. Donc, c'est vraiment notre mission de cœur de sensibiliser, mais aussi de donner vraiment des solutions pour les personnes et les organisations. Mmh. Merci Laurie pour ce plongeon dans ton histoire. On s'était déjà parlé, mais j'ai appris des choses. Donc, merci de te rendre vulnérable en la racontant cette histoire-là. Je pense qu'elle valide quand même beaucoup de choses. Donc déjà, le fait qu'on peut sortir de cette boucle-là, puis c'est Mmh. super important. Mmh mh. Tu témoignes de ça, qu'on peut revenir dans cette présence, puis qu'on n'est pas obligé de tout lâcher, la technologie puis le numérique, pour se sentir mieux, pour se sentir bien. Et un autre point que tu as nommé, c'est qu'il y a des choses qui sont un peu plus fortes que nous, puisque la technologie, ça a été conçu, tout cet univers numérique, pour nous garder connectés. Donc, il y a à la fois ce choix d'en sortir, de le vivre plus sainement, puis à la fois peut-être cette culpabilité à Mmh. enlever par moment face au fait qu'on ne se sent pas capable de gérer notre rapport au numérique. Et, et justement, tout ce que tu as vécu, ça t'a ramené dans une forme de quête du bien-être face au numérique. Et j'avais envie que tu nous dises ce que c'est pour toi, parce que tu parles justement d'hyperconnectivité, de bien-être numérique. Qu'est-ce que c'est pour toi le bien-être numérique? Puis, quand je pose cette question, l'idée, c'est pas d'aller dans une définition théorique, mais vraiment dans toi, ce qui te touche, qu'est-ce que ça fait ressortir, qu'est-ce que ça fait ressentir ce mot-là, en fait, ce groupe de mots-là? Mmh. Pour moi, c'est vraiment remettre l'humain au milieu des innovations technologiques. Je pense qu'en créant ce genre de mouvement, ce genre de sensibilisation, ça va aussi nous pousser en termes de société
à redéfinir les modèles économiques qui sont derrière les technologies, parce que la problématique première, c'est quand même ça. On a aujourd'hui été dressé, en quelque sorte, à la notification, à l'accessibilité, à des choses qui font que, eh bien, aujourd'hui, c'est plus complexe de s'en séparer. Et je sais qu'on parle beaucoup de transformation numérique, on parle beaucoup de l'humain avant tout, mais dans les actions, c'est pas véritablement ce qu'on met en avant. Puis, même encore dans certains, programmes d'incubation, pour mettre en place des technologies, on nous demande souvent, parce que j'ai essayé d'en faire, plusieurs et j'ai eu des conseils de personnes qui me disaient qu'il fallait que je trouve quelque chose qui rende accro les gens. Donc on est encore dans une pensée aujourd'hui, en termes d'entreprise, de création, d'innovation, de vraiment mettre en avant le fait qu'on va capturer en fait des gens avec notre solution ou avec notre produit. Et je pense que, on doit s'en défaire de ça. Si on veut élever la société à un autre niveau, je pense qu'on est rendu là aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un gros changement qui s'est fait, dans les dernières années, notamment avec la crise, et je pense qu'on est arrivé à ce point-là où il ne faut pas juste le mettre en marketing, sur un site web, il faut vraiment passer à l'action, et je pense que le bien-être numérique, de le concrétiser dans les organisations, de aussi l'amener chez l'individu, en fait, parce que ça va se dépeindre aussi dans les rapports qu'ils vont avoir avec leurs enfants, avec les nouvelles générations, et cetera. C'est un petit peu comme un beau cercle. C'est impératif, je pense, aujourd'hui. C'est Ouais. impératif. Ouais, donc tu vois ça vraiment comme un enjeu systémique plus qu'autre chose, puis finalement Oui. une économie qui est une économie qui est tournée vers la capture de l'attention Mmh. de tout le monde autour. Et c'est intéressant ce que tu partages aussi sur les incubateurs qui invitent à justement à les rendre accros les gens. Puis un peu. Après, c'est ça, c'est une expérience que j'ai eue moi personnellement. Là, il y a peut-être d'autres, je veux pas, jeter la pierre à toutes les systèmes d'incubation, qui peut-être, ont d'autres visions. Mais moi, mon expérience, j'avais eu, c'est ça, ce type de conseil-là, Oui, vis-à-vis de mon modèle, d'affaires qui n'était pas en fait, compris parce que, je suis à contre-courant par rapport à qu'est-ce qu'on prône aujourd'hui. tout à fait. Oui, tu prônes finalement de se détacher du numérique tout en étant connecté, mais de s'en Mmh mh. détacher pour que ça soit sain, alors que ce qui pourrait fonctionner, puis ce qui est lucratif, parce que c'est une économie lucrative là pour le coup, c'est de faire en sorte que les gens soient accros à ça, puis que ça les emporte. Mmh. Mais il y a cette notion-là qui revient que justement la technologie, puis l'innovation technologique a tout le temps été perçue comme le progrès ultime. Plus on innove au niveau de la technologie, plus on progresse en tant qu'humanité. Puis on dirait que ce que je constate très personnellement, puis aussi dans toute la société, c'est que, au contraire, ça a amené des fragilités dans nos sociétés. Parfois cette impression, puis ça c'est à nouveau très personnel, qu'on régresse à un certain niveau, qu'on se déconnecte de la réalité, qu'on se déconnecte des autres, qu'on se déconnecte de justement notre engagement dans la société. Et finalement, cette hyper-connectivité qui nous donne l'impression de se rapprocher de tout le monde autour de nous, bah, ça nous éloigne d'une forme de réalité. Puis je voulais savoir, toi, justement, au fil de ton histoire, de ton expérience, de tes rencontres aussi, au-delà de l'utilisation quotidienne, qu'est-ce que tu penses que ça vient transformer par rapport au rapport qu'on a avec nous-mêmes, au rapport qu'on a avec les autres, au rapport qu'on a avec le monde? Puis c'est quoi l'impact sur notre santé mentale et physique? C'est mettons, que ça soit dans le concret de ce que tu as vécu, Mmh. dans ta vision personnelle et dans peut-être les études que tu as pu lire, que tu as pu découvrir sur le sujet. Dans un premier temps, je te dirais que on est dans une société aussi libérale, donc qui a invité comme un mouvement qui prône que, l'individu a des droits et des devoirs, et je Mmh. pense que c'est appuyé aujourd'hui beaucoup par la technologie. Il y a une individualisation beaucoup, hein. On est sur nos écrans, on a un algorithme qui répond constamment à notre besoin personnel, et ça, je pense que c'est, beh, une des choses que j'observe le plus personnellement, c'est qu'il y a de moins en moins d'aspects communautaires, hein. On est chacun dans notre réalité. On se fait passer moi en premier,
Et même si aujourd'hui on a des outils de communication qui nous permettent de communiquer avec tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on crée de véritables liens sociaux avec ces personnes-là. Donc je dirais que niveau sociétal, c'est un petit peu moi ce qui me perturbe, qui me perturbe le plus à observer cette individualisation-là, le moi, un petit peu, hein, que la technologie peut nous donner. Euh, En termes d'impact direct, que ce soit santé mentale, que ce soit santé physique, santé physique, hem, je vais vous partager un petit chiffre qui va vous faire rire, mais notre pouce ferait 84 kilomètres par an à force de scroller. Mmh. 84 kilomètres par an à force de scroller. Donc, on a on Ah a ouais. aujourd'hui c'est ça, on peut avoir des douleurs à la main, on peut avoir des problèmes de fatigue oculaire aussi qui est très récurrente parce que le problème, c'est qu'on ne cligne pas des yeux devant les écrans. Donc, on peut avoir des problèmes de, vision qui se trouble, on peut avoir des problèmes de sécheresse oculaire. Donc il y a plein, d'aspects, en fait, physiques du fait qu'on n'est pas conçu pour être sédentaire, on n'est pas conçu pour être statique. On fait beaucoup plus de rencontres en visioconférence aujourd'hui avec tout le mode de télétravail qui est arrivé depuis ces 3 dernières années. Donc là aussi, ça vient considérablement impacter, eh bien, notre, rapport à l'activité physique, hein. C'est toujours plus simple d'aller scroller les réseaux sociaux que d'aller faire du sport ou de sortir prendre une marche quand il fait -20 au Québec, n'est-ce pas? Oui. Plus facile. Donc ça, c'est certain qu'il y a des répercussions qui, sont évidentes sur notre corps. Santé mentale, moi, je les ai, je pense, presque toutes vécues personnellement. Tout ce qui est sensation de débordement. Moi, c'était vraiment, c'est ça, en fait, qui m'a vraiment, on va dire, fait basculer. OK, peut-être pas fait basculer, mais qui m'a, fait prendre conscience des mots de ma mère. Parce que des fois, on pense que les autres exagèrent, on pense que non, ça va bien, on gère nos affaires, mais j'avais comme une sensation de, je n'arrivais plus à réfléchir. Mmh. J'avais vraiment atteint un stade où j'avais tellement d'informations qui arrivaient, puis je prenais aussi, cette espèce de pression-là de tout savoir tout de suite, de tout lire, d'être vraiment dans le fameux syndrome FOMO là, tu sais, la Mmh. la peur de manquer quelque chose, je l'avais fois 1000. Donc j'étais constamment en train de me bombarder moi-même d'informations, en plus avec mon travail qui était dirigé vers de la créativité. Parce que tout Mmh. ce qui est marketing, il faut avoir des nouvelles idées, il faut vraiment, heu, c'est ça, être novateur, tout ça. Puis il est arrivé un moment où j'étais plus capable, j'avais vraiment une sensation que mon cerveau ne pouvait plus réfléchir, en fait. Donc ça a été vraiment, moi, la raison pour laquelle j'ai accepté, on va le dire comme ça, de prendre l'argument de ma maman comme, quelque chose de, en effet, pertinent, Mmh. qui m'a un petit peu, sortie, en fait, de cette période, un petit peu, complexe dans laquelle je m'étais mise. Hem je pense que c'est vraiment, tout ce qui est infobésité, c'est un gros enjeu aujourd'hui. Donc l'infobésité, c'est la surcharge informationnelle, c'est un mot valise pour, information puis, obésité. Puis, on a trop de mots, trop d'informations, trop de choses à gérer aujourd'hui avec la technologie. Puis je pense qu'on oublie en fait qu'on est des humains. On est dans une société où on ne veut pas accepter que l'humain a des limites vis-à-vis de la machine, vis-à-vis de la technologie. Et aujourd'hui, je pense qu'on se heurte un petit peu, et bien à notre corps. Mmh. Oui. Ouais, le mot limite. C'est important ce que tu mentionnes aussi par rapport aux limites. On est à une ère où on n'accepte pas nos limites face au numérique ou face à toute autre chose Mmh mh. et je trouve que ça ramène à un enjeu bien plus large parce que si on n'est pas capable d'accepter ses propres limites, ben, on n'est pas capable d'accepter que notre monde, notre planète a des limites elle aussi. Et je pense que c'est un Mmh. enjeu majeur parce que tant que nous-mêmes, nous ne rendons pas compte qu'il y a un fini dans ce monde qu'on pense infini, mais on ne peut pas prendre conscience de ce qui est autour. Puis un autre élément que tu as mentionné, que tu as vécu, c'est cette saturation de ton cerveau, Mmh de mh. ta capacité d'attention, de ta capacité de rétention d'informations, dans cette justement cette surinformation que tu t'es imposée, en plus de ce qui a été imposé dans la société. Puis tu as parlé de créativité, tu devais être créative.
Sauf que justement, notre cerveau, il n'est pas du tout fait pour stocker en masse et en masse et en masse d'informations, justement, pour être créatif. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, d'intrapreneurs qui cherchent à être créatifs. Plus on a d'informations à stocker, plus notre cerveau n'est pas en capacité d'être dans cette créativité-là et donc d'avoir ce recul-là. Fait que c'est super important ce que tu dis. Puis justement, en lien avec ça, on a beaucoup parlé dans les derniers temps du droit à la déconnexion et de ce droit à la déconnexion qui pour moi est crucial, mais comme une législation à amener. Mais au-delà des lois, il y a comme une forme d'invitation à revenir à choisir la relation qu'on veut avoir avec le numérique, comment on veut lui donner une place dans notre société, comment on peut créer des espaces consciemment pour se déconnecter puis se reconnecter, choisir quand on se connecte, choisir quand on se déconnecte. Puis je voulais que tu nous amènes dans le concret de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des législations autour de ce droit à la déconnexion. Qu'est-ce qu'il en est au Québec? Qu'est-ce qu'il en est ailleurs dans le monde, dans le tangible, dans qu'est-ce que ça implique aussi? Et plus largement, même si on a une loi qui donne un droit à la déconnexion, est-ce que ça veut dire que ça marche vraiment? Ou est-ce qu'il y a un Et déconditionnement plus profond? et tu vois, pour répondre à ta question, j'allais te poser une question en te disant: «Est-ce que c'est vraiment la question est de légiférer ou de vraiment prendre le temps d'écrire une loi qui va avoir un impact significatif à la fois sur, la société?» Mhm. Donc la société, ça veut dire, accepter que, l'hyperconnectivité a des impacts, accepter que cette surconsommation numérique peut avoir des répercussions et donc agir pour nous protéger. Puis en termes aussi donc individuels, il faut que les personnes aussi acceptent ce droit à la déconnexion-là. Mhm. Donc il y a tout un enjeu derrière pour, leur faire comprendre, encore une fois, les répercussions de l'hyperconnectivité et ensuite il y a l'organisation en tant que telle, qui peut-être navigue avec cette idée préconçue que le droit à la déconnexion signifie qu'on va réduire, la capacité de production, réduire, tout ce qui est, chiffre d'affaires parce que ça va faire des employés qui vont être, plus paresseux ou Mhm. moins investis dans l'organisation. Donc je te dirais que il y a vraiment 3 axes à travailler. Si on regarde dans le monde, un des premiers pays, qui a légiféré, c'est la France, en 2016. La loi, est passée applicable en 2017 et qu'est-ce que dit la loi? La loi dit qu'au-delà de 50 employés dans l'organisation, ils doivent avoir une politique du droit à la déconnexion. Donc une politique du droit à la déconnexion, c'est, un papier que tu glisses dans le manuel employé qui te dit, eh bien, à partir de quelle heure tu es censé être joignable pour le travail et à partir de quelle heure tu es censé ne plus être joignable sur ton travail, que ce soit sur les outils professionnels, mais aussi personnels. Mhm. Alors oui, c'est certain qu'avoir un engagement comme ça, de la part d'une organisation peut avoir, des effets positifs comme déjà ouvrir la conversation autour de l'enjeu de l'hyperconnectivité. Est-ce qu'avec le recul depuis le 2017, ça a été vraiment la solution miracle pour le droit à la déconnexion? La réponse est non. Il y a de nombreuses études qui, ressortent de France et qui démontrent en fait que, bien des fois, les organisations ne vont même pas mentionner en fait, cette politique de droit à la déconnexion. Donc ça, c'est un des enjeux. Puis le deuxième, c'est que souvent, elle n'est pas accompagnée de formation. Puis moi, je le répète, il faut sensibiliser les gens. Moi, j'ai été à cette position-là, hein, je te l'ai partagé un petit peu tout à l'heure et je peux te dire que à un certain point, hem, j'ai eu vraiment besoin de comprendre Oui. cette hyperconnectivité-là pour vraiment mettre en place des actions qui m'aident. Donc je pense que c'est, on va dire une des choses à améliorer dans cette loi. Donc après la France, il y a le Portugal qui a légiféré, il y a l'Espagne, il y a plein d'autres pays en Europe qui ont légiféré et dernièrement au Canada, il y a la province d'Ontario qui a légiféré en juin 2022. Donc toutes les organisations de plus de 25 employés ont l'obligation de mettre en place, en fait, c'est exactement la même, règle qu'en France. Donc une fameuse politique de droit à la déconnexion pour déterminer, en fait, des balises, de, communication pour leurs équipes. C'est, je pense,
Mais je pense que ça va être de plus en plus, essentiel d'en parler en tant qu'organisation, de ce droit à la déconnexion-là. Moi, personnellement, je pense pas que c'est une loi qui va changer. Ça va peut-être obliger certains employeurs à mettre en place des dispositions par rapport à ça. Mais je pense que pour que ça marche réellement, il faut que ça prenne vraiment des actions en interne. Il faut que ça prenne des actions de sensibilisation, mais aussi des actions concrètes. Hem Et la loi ne l'oblige pas en ce moment, dans ce Ouais, qu'on peut voir à travers le monde. Donc ouais, mais ce que tu partages, ça confirme beaucoup de ce que je ressens aussi par rapport à cette loi, par rapport à ces législations, que finalement, il y a vraiment une culture de société à transformer aussi parce que si les gens ont le sentiment qu'ils courent tout le temps, qu'ils n'ont jamais le temps, bah, évidemment, ils vont se tourner vers les formes de communication qui sont les plus rapides, qui sont au travers le numérique. Si dans l'entreprise, parce qu'on parlait des entreprises, des organisations, si dans l'organisation, la loi est là, mais que les leaders de l'organisation eux-mêmes ne la respectent pas ou eux-mêmes, dans leur non-verbal, vont indiquer qu'il faut être quand même disponible, qu'il faut être performant. Il y a une forme de non-sens finalement, puis de dissonance même pour les gens qui l'accueillent, que il faut être déconnecté, mais il faut être disponible, il faut être présent, il faut performer, il faut être productif. mais Mm. et c'est un bon point ce que tu dis d'ailleurs parce que l'enjeu, moi, que je vois beaucoup sur le terrain, c'est que souvent on va, mettre la responsabilité de ce droit à la déconnexion, de cette valeur-là, sur les épaules des gestionnaires. Mm. Mais eux-mêmes ont besoin d'aide parce qu'on s'entend que le droit à la déconnexion, c'est pas juste une règle en entreprise. Il y a vraiment un problème d'addiction derrière. Il y a vraiment un problème de dépendance à la technologie au-delà de l'aspect travail. Il y a une dépendance aux outils numériques. Donc souvent, ils sont désœuvrés en fait parce qu'ils n'ont pas les compétences d'aider concrètement leur équipe. Donc c'est pas qu'ils veulent pas le mettre en place ou que, hem, ils acceptent la loi sans vraiment l'accepter, c'est que parfois, c'est aussi le fait qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre, parce qu'ils n'ont pas en fait la formation adéquate, où ils pensent que ce qu'ils font, c'est bon, mais en fait non, ça envoie un autre message. Donc il y a cet enjeu-là aussi, je pense, qui n'est pas adressé avec les lois actuelles et qui sont primordiales en fait, parce que les gestionnaires, c'est eux qui vont vraiment, faire vivre cette culture du droit à la déconnexion dans l'organisation. Donc il faut que ça parte d'eux. Ouais, 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 c'est intéressant. Mais en fait, ils sont humains finalement. Eux aussi sont humains et Et aussi exact. vivent la vie qu'ils peuvent. Ouais, ouais, mais oui, cette nuance est importante à ramener effectivement parce que ça peut être volontaire, c'est ce message qu'on transmet, ce double message, ce message qui se contredit, mais ça peut être tout simplement un signe de notre humanité face à un peu cet enjeu-là qu'on ne connaît pas encore. Et donc, il faut le comprendre, comme tu as dit, euh, mieux saisir le subtil là-dedans pour être en mesure d'amener des outils concrets et pour être en mesure aussi par la suite de l'incarner tellement qu'on le transmet aussi naturellement. Puis après ça, oui, bah justement, dans l'entreprise, mais aussi dans la société en général, nos gouvernements. Donc c'est un peu comme une culture aussi de la performance à transformer. Puis on est complètement là-dedans. Donc c'est un changement de modèle de société, d'économie aussi, hein, parce que... bon. Et justement, ma prochaine question, c'est que, bah voilà, on veut aller vite, la technologie nous permet de connecter tout le temps, rapidement. Et j'avais envie qu'on parle de repos, de temps de recul, parce que dans notre société, bah, la vitesse est reine. Et puis, on passe notre temps à courir comme des poules sans tête sans se donner l'espace d'avoir un recul, sans se donner l'espace de faire une chose à la fois, parce que c'est un petit peu ça qui est véhiculé. Le repos, c'est de la paresse, c'est de la faiblesse, parfois on dirait. Et, euh, et tu parlais de mouvement tantôt, mais j'ai l'impression que pour contribuer à une société en mouvement et en santé, ben, il est un peu temps de reconnaître que la productivité, c'est aussi un peu un équilibre justement entre ces temps d'action, puis ces temps de silence, ces temps où on se laisse aller à être nous-mêmes simplement. Donc, dans cette culture-là où le repos, la pause n'a pas sa place, euh, ben, je me pose des questions, moi, personnellement, tu sais, par rapport à notre rapport au temps, par rapport à notre rapport à la vie, au silence, au repos. Et toi, c'est quoi tu sais, ta perspective sur cette place-là dans la société, dans nos entreprises?
Puis est-ce que toi, tu aurais une perspective très personnelle ou professionnelle à partager là-dessus? Mais tu le disais tout à l'heure en introduction qu'il y avait comme une déconnexion, envers la réalité dans notre société aujourd'hui et je pense que la technologie nous a poussés un petit peu, malgré elle, à nous déconnecter de nos corps, de nos sens. En fait, aujourd'hui, on travaille, mais un petit peu comme, sans savoir en fait comment fonctionne notre corps d'humain. Donc on veut le pousser aussi vite que des machines, mais notre cerveau, il a besoin de pause pour des nouvelles idées. Il a besoin, notre corps, de bouger, de se lever de notre bureau pour, s'aérer. Donc je pense que moi personnellement, je pense qu'on est arrivé à un point de rupture par rapport à la place de la pause, au mot repos, au mot ralentir. Mmh. Oh! Et qu'il est dur celui-là à prononcer des fois Ouais. pour certaines personnes, ralentir. Et ralentir, ça veut pas dire s'arrêter, ça veut Mmh. juste dire s'octroyer une pause. Je pense qu'on a beaucoup d'idées préconçues sur certains termes, sur certains gestes et comportements qu'il va falloir qu'on révise. On n'a pas le choix en fait, je pense. Ouais. Parce qu'on le voit, il y a une hécatombe de problèmes d'épuisement, de problèmes de santé mentale, que ce soit autant chez les entrepreneurs que chez les équipes. Donc on est arrivé, je pense, aujourd'hui à devoir remodeler en fait nos modes de travail et nos modes de vie. Je pense que, la covid nous a un petit peu poussé dans cette direction-là, notamment avec les modes de télétravail, avec l'arrêt aussi forcé que beaucoup de personnes ont eu. Mmh. Donc la place du travail a un petit peu tremblé, ces dernières années. Les gens veulent plus d'équilibre, veulent une autre qualité de vie aussi où le travail est important, mais va peut-être être, pas central comme il l'était avant et ça veut pas dire que les entreprises vont pas pouvoir continuer à faire de l'argent, ça veut pas dire qu'elles vont pas être productives, ça veut juste dire que je pense qu'on est rendu à un moment où on doit, pour la santé des humains, mais aussi la planète, des nouvelles générations, repenser à comment on aborde le travail, comment on aborde nos vies et notre rapport au temps. C'est évident, on court après le temps constamment. Les gens ont constamment le terme «j'ai pas le temps» dans la bouche. Regardez vos téléphones, regardez combien de temps vous passez sur le téléphone. On a du temps, c'est juste notre façon de l'utiliser aussi. Donc je pense qu'on doit vraiment prendre le temps en termes de société pour redéfinir doucement en fait nos systèmes de travail. Mais je pense que les personnes, en fait, ont déjà lancé un processus depuis, ces dernières années. On est déjà dans un processus où les organisations qui ne prennent pas en considération le bien-être de leurs équipes, la conciliation famille-travail, elles vont à un moment, elles vont avoir un retour de bâton. Mmh. Oui, tout à fait. Ouais, la covid a propulsé quelque chose Mmh avec mh. cet arrêt forcé, donc il y a eu justement ce recul nécessaire, ce recul forcé, ce recul nécessaire pour se poser des questions sur le sens un peu de nos vies, le sens du travail. Puis on le voit, il y a comme une révolution dans le monde du travail, effectivement. Mmh. Et l'idée, c'est que la société, à un moment donné, comme à plus grande échelle, puisse suivre le mouvement, puis les entreprises, puis toutes les organisations, parce que tu l'as dit, à un moment donné, ça va juste plus fonctionner. Elles ne seront même plus viables, ces entreprises, si elles ne permettent pas ce temps de recul, si elles ne permettent pas à l'humain d'être en vie et de ne plus positionner justement le travail au centre de la vie, parce que ça, c'est un énorme enjeu aussi. Puis, bah, toi et moi, on est impliqués dans le projet Ralentir, justement, qui a été mis en Mmh. place par, la SPQ. Puis c'est un projet important qui va justement aller tenter à l'échelle de la société, d'aller ramener des réflexions justement. Et en revenant à toi, ce que tu amènes comme outil, comme action concrète, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui se sentent justement dans un rapport qui n'est pas sain avec le numérique, s'ils se sentent débordés, s'ils se sentent saturés, qu'est-ce qu'on peut leur proposer justement en termes de petits pas? Qu'est-ce que toi tu leur proposerais comme piste de réflexion, comme piste d'action pour aller, poser une première pierre justement pour se sentir, plus, bah, mieux en fait, pour se sentir mieux face à ce qu'ils vivent en ce moment?
Moi, je recommande toujours de faire comme un bilan un petit peu de sa situation. Donc la raison pour laquelle on n'arrive pas peut-être à contrôler la technologie, la raison pour laquelle on se sent obligé d'être constamment joignable, disponible. Est-ce que c'est à cause du travail? Est-ce que c'est parce que, il y a un contexte particulier familial? Donc, dans un premier temps, c'est vraiment de prendre le temps de faire un bilan, de se poser les questions: «Pourquoi la technologie est aussi présente dans ma vie? Pourquoi j'ai la difficulté à me déconnecter? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de manquer quelque chose? Est-ce que, c'est parce que j'ai simplement des habitudes qui ont été mises en place, par exemple, par rapport à mon environnement?» Mmh. Donc vraiment se questionner sur ça. Après, il y a des réglages qu'on peut faire sur les outils, mais tant qu'on n'aura pas fait, en fait, la première réflexion, ces réglages-là, ils peuvent ou ne peuvent pas du tout fonctionner. Donc c'est pour ça que je recommande toujours de travailler sur soi dans un premier temps, de vraiment réfléchir à la raison pour laquelle on a la difficulté à maîtriser sa technologie. Ouais, ouais. De revenir un peu aux racines de l'enjeu qu'on vit finalement. Un peu comme tu l'as fait, forcer dans ce que tu as vécu, de revenir aux racines de qu'est-ce qui provoquait ça, comment tu te sentais, de mieux comprendre et donc ensuite d'agir. Oui. Ouais, ouais. Merci Laurie. J'en arrive à ma dernière question, la question que j'aime poser à tout le monde parce que l'idée dans ce podcast, c'est vraiment pas de rester dans le contre quelque chose. Puis à nouveau, je le dis, hein, l'idée, puis tu l'as dit au départ, c'est pas de diaboliser la technologie ou quoi que ce soit. Je pense que c'est de la rediriger vers quelque chose qui fait plus de sens peut-être dans ce qu'on vit comme transition. Et là, j'avais envie que tu nous amènes dans ton rêve à toi, ton utopie réaliste face à cette société en transition, en transformation. Tu sais, si tu regardes vers l'horizon, si tu regardes par la fenêtre, ou bien si tu fermes tes yeux puis que tu laisses quelques secondes de silence, tu le vois comment, le monde de demain, comment, ouais, comment tu le vois en couleur, en mots, en texture, en images, peu importe, comment tu ressens et vois le monde de demain. C'est si j'avais vraiment une couleur, moi, c'est le vert. C'est le vert de la planète, le vert de la nature. Je trouve qu'on est beaucoup plus connecté au numérique aujourd'hui, alors qu'on devrait être beaucoup plus connecté à la nature. Je vois aussi, j'espère, en tout cas je travaille pour, à une technologie qui serve vraiment, véritablement la planète. Puis quand je dis la planète, c'est à la fois les humains, mais aussi la faune, la flore, le demain de l'humanité aussi. Je pense qu'on est vraiment dans une transition aujourd'hui, de un petit peu un monde d'avant et le monde de demain et j'espère qu'on va faire en sorte aussi que tout ce qui est technologie d'aujourd'hui, mais aussi technologie de demain avec l'intelligence artificielle, aide l'humain et soit vraiment concentré en fait à faire en sorte que l'humain s'élève. Hmm. Donc s'élève peut-être spirituellement, s'élève en termes de découverte et peut-être de choses, complètement, excitantes par rapport à, je ne sais pas, l'avenir, mais aussi, des façons de penser, de créer différemment. Donc ouais, ce serait pas mal ça, puis d'amour. Hmm. D'amour. Tu sais, je le mentionnais tout à l'heure, on est beaucoup dans une société qui s'individualise de plus en plus, on se resserre de plus en plus sur nous et je pense qu'on a besoin d'amour. Alors pas l'amour, coup de foudre de Hollywood là, c'est pas Oui. mais plus d'amour universel, tu sais, où il y a vraiment un respect profond en fait, des personnes, les unes les autres, qu'importe leur histoire, qu'importe, leurs, croyances, qu'importe d'où elles viennent, qu'il y ait un respect, une communication qui puisse s'instaurer. C'est Hmm. mon mes souhaits. Et quel beau souhait avec quel merveilleux mot phare qu'est l'amour. Et l'amour, bah, justement, qui nous permet d'être en lien les uns avec les autres, puis un lien qui est significatif. Donc, merci. Quelle belle conclusion à ce podcast où il y a le mot ensemble en gros, gros, gros. Oui. Merci Laurie pour ton temps, pour ton énergie, pour tes partages. J'espère que ça fera du bien autour de nous. Alors, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions et puis à ajouter une joyeuse étoile ou combinée d'étoiles pour encourager le podcast. À bientôt, Laurie. Merci encore. Merci à toi Sophia. Bye bye.